Alors, on se retrouve aujourd'hui et on va partir un petit peu s'évader. On part pas très loin, on va aller en Bretagne, s'immiscer au contact d'une toute petite habitation dont je pense vous n'avez sûrement jamais entendu parler. En tout cas, moi, c'était le cas. Enfin, j'avais un peu vu des photos, notamment quand parfois j'avais cherché des logements un peu insolites et je voulais regarder un petit peu ce qui existait aujourd'hui en France. Et donc j'avais vu comme ça des petites maisons, mais je savais pas du tout quel nom ça portait. Je savais pas qu'on pouvait vraiment, habiter un peu dedans de manière plus que juste un petit week-end d'escapade. C'est des petites maisons qui sont toutes blanches, aux formes complètement organiques, et on appelle ça des kerters. On est très très loin de ce qu'on connaît un peu d'architecture. En tout cas, moi, quand je voyais ces annonces là pour réserver quelques nuits dedans, je me disais mais vraiment, attends, est-ce qu'on peut vraiment dormir là-dedans en fait? Alors là, je pense que du coup, vous avez envie de regarder, de voir à quoi ça ressemble. Je vous mets dans les notes là justement tout de suite un lien sur des sites. Je partagerai aussi quelques photos en story sur Instagram. Mais sinon, imaginez une petite maison, vraiment mini en fait, comme une petite hutte. En fait, elle ressemble un peu à la maison d'un hobbit. C'est presque comme si on avait posé un dôme blanc, enfin assez clair, à même le sol comme ça dans une forêt, et qu'on avait ensuite ajouté comme ça des petits hublots ou alors des fenêtres, mais pas vraiment des choses rectangulaires, un peu des trucs bric-à-brac, une porte en bois qui souvent d'ailleurs est le seul truc un peu rectiligne dans cette architecture, et tout le reste est vraiment façonné de manière très intuitive, en toute liberté par la personne qui se fabrique en fait, vous allez voir cette maison, parce que on peut fabriquer ces petites kerters avec nos petites mains. Il y a vraiment une liberté immense en fait, un champ des possibles assez infini. Il n'y a aucune kerter qui se ressemble, à part cet aspect de dôme, vous voyez, mais sinon tout est complètement irrégulier. Ça reste quand même circulaire, mais on est bien loin d'une géométrie parfaite ou hyper bien dessinée, comme par exemple quand on pense au Palais Bulle de Pierre Cardin, ou à ces maisons comme ça en bulle aussi, mais en béton vraiment, que parfois certaines personnes peuvent imaginer. Vous avez peut-être déjà vu ça sur internet. Là, on est dans un tout autre univers. On est dans quelque chose qui est vraiment très alors à la fois vernaculaire, on sent plutôt proche de la nature, mais en même temps assez on sait pas si c'est vraiment très solide en fait quand on les voit comme ça. On est dans un truc assez rustique, mais pourtant tout le confort semble y être en fait, malgré les apparences, vous allez voir, parce qu'évidemment si je vous en parle, c'est qu'on peut vivre dedans, et même quand il pleut, et même quand c'est pas l'été. En tout cas, il y a des personnes qui l'ont expérimenté et qui vivent dedans depuis des années. Alors de prime abord, je vous l'accorde, moi je me suis dit non mais attends, cette petite maison elle va être emportée au moindre souffle de vent. Enfin voilà, j'avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une pérennité qui pouvait vraiment émaner. Je me suis dit c'est quelque chose de ponctuel, un habitat pour l'été en fait, estival, un peu pour les vacances, comme ça, comme un petit cabanon qu'on peut avoir un peu comme au bord de l'eau, mais qui est pas trop chauffé, pas trop. Et en fait, c'est toutes les recherches que j'ai fait sur les kerters ont été un très bon exercice pour jeter à la poubelle toutes mes idées reçues, parce que alors à la fois c'est une maison qui est faite dans des matériaux 100% écologiques quelque part, vous allez voir, et aussi complètement habitable toute l'année. Donc là, vous savez, on en parle beaucoup dans le podcast, et puis globalement, je partage aussi avec vous dans l'index Welobo, et puis même avec les expositions, mais par matériaux comme ça un peu naturels, écologiques, moi j'entends vraiment les matériaux non transformés par les industries lourdes, donc les matériaux à impact écologique, on va dire soutenable, parce que le matériau qui est le plus utilisé dans le bâtiment, vous en doutez, c'est le béton, qui fait l'objet donc d'une industrie considérable, avec des recettes un peu top secrètes, passées dans des températures pas possibles, mélangées, etc., qui consomment aussi pas mal d'eau, pas mal d'énergie pour être produite, qui parcourt quelques kilomètres pour être rendu disponible. Donc en réalité, le béton, c'est un matériau de construction, mais qui a un impact environnemental pas négligeable. Enfin voilà, tout ça est mis en lumière. On sait que il va falloir qu'on trouve des alternatives, parce que en fait, on voit bien que ce toujours plus sans conséquence sur
sur une planète qui a des ressources limitées, et ben par essence ça peut pas fonctionner pour toujours. C'est d'ailleurs Disclose, je sais pas si vous connaissez, c'est une association de journalistes indépendants qui est complètement géniale, qui m'avait appris ça. Donc voilà, le béton, qui est en fait en très très grande partie composé de sable, est en train de devenir l'un des matériaux les plus précieux ever presque, parce que le développement massif de la construction en béton dans le monde entier a fait que le sable a été très 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 utilisé ces dernières décennies. Alors on parle de ce sable en fait qui a la bonne granulométrie pour faire le bon béton, donc c'est pas le sable du désert comme on peut se dire, bah voilà, et du coup il y en a peut-être beaucoup finalement. Pourquoi elle est en train de me dire qu'il y avait une tension sur le sable? Non, là c'est le sable en fait pour le béton, qui est un sable qui est prélevé dans la mer. Aujourd'hui donc il y a des énormes tensions d'approvisionnement qui existent tout simplement parce qu'en fait il y en a plus suffisamment en fait de ce sable très particulier, et si on continue à en prendre, et ben ça va déclencher en cascade plein d'impacts, le reculement des plages, la fragilisation des littoraux et aussi des écosystèmes qui sont présents sur place, etc. Donc c'est pour ça que vous voyez sûrement des tas de collectifs, des architectes qui se mobilisent pour essayer de se dire tout ce qui a déjà été construit en béton, l'existant, peut-être que c'est vachement bien d'arrêter de les détruire quand il arrive au bout de 50, 60, 70 ans. Et donc voilà, essayer de réhabiliter l'existant du mieux possible, d'avoir pour terrain de jeu en fait ces bâtiments qui sont déjà là pour relever le plus possible ce challenge un petit peu des lieux infinis, avec dans les poches peut-être du temps, de l'imagination, des bons cerveaux bien capables, des sensibilités, en mesure justement de donner des secondes vies et d'éviter de détruire plein de barres d'immeubles qui ont déjà en fait consommé cette eau, ce sable, tous ces autres matériaux et toute cette énergie qui a été nécessaire pour construire ce béton il y a 40, 50, 60 ans. Parce que aujourd'hui voilà, on n'a plus cette abondance là, qui est un luxe qui a un peu disparu. Et donc pour éviter de générer des nouveaux déchets dont on sait en plus pas trop quoi faire parce que les filières sont pas trop là, voilà, on peut déjà mettre la lumière sur une façon un peu plus attentive de voir les choses. Voilà, c'est cette petite parenthèse que je referme là dans cet épisode parce que c'est un autre sujet, mais il n'empêche que du coup avoir ça en tête, je vous assure que moi j'ai vu en tout cas le potentiel de ces habitats un peu alternatifs comme le Carter là dont on va parler, avec un peu des étoiles dans les yeux. Donc, on revient à la recette un petit peu, en tout cas à l'exploration de ces petites maisons un peu inédites. Elles sont réalisées avec une espèce de pâte dans lequel il y a du sable. Alors vous allez me dire, ouais d'accord, elle vient de nous dire qu'il y avait des tensions sur le sable et elle nous parle d'une alternative, d'un habitat où il y a aussi du sable, donc elle se fiche vraiment de nous. Évidemment que un problème en fait est systémique, et donc du coup il n'y a pas une réponse à ce challenge un petit peu du béton. Vous vous doutez bien que s'il y avait des recettes magiques, on n'en serait pas là. Donc le sable fait partie de ces matériaux qui sont très utiles pour lier, pour construire, pour faire en fait un peu une charge et faire que les bâtiments tiennent debout. Donc évidemment que là, dans cette recette de matériaux pour le Carter, le sable est utilisé en beaucoup plus faible quantité, et en plus il n'est pas chauffé parce qu'en fait la Carter est une architecture qui va sécher toute seule. En fait c'est une architecture un peu low-tech. Elles mettent entre 2, 3 voire 4 ans en fonction de la superficie en fait pour complètement sécher. Donc c'est vraiment juste du temps et un peu d'amour, vous allez voir, dans la construction de ces petites maisons. Donc entrons un petit peu au cœur de cet univers avec une toute autre échelle. Donc vous l'avez vu que ces constructions et ce logement collectif avec lesquels dont on parlait juste avant, mais avec lesquels évidemment il n'y a pas de comparaison possible comme ça dans l'immédiat, mais c'était juste pour nous mettre au contact d'une autre réalité qui elle s'applique à l'échelle du coup de la maison individuelle. Donc là vraiment la toute petite maison, voire même en fait quelque chose pour un peu s'isoler, qui peut être presque un atelier, ou vous voyez un habitat qui est pas forcément une maison d'ailleurs. Donc la Carter, elle a été en tout cas en France créée, d'après mes recherches évidemment, et c'est pas exhaustif, mais par une dame qui s'appelle Evelyne Adam. Alors Carter, Ker en fait ça signifie chez en breton, donc Ker terre, c'est un peu chez la terre.
d'après sa philosophie à cette dame. Et c'est en mélangeant en fait de la chaux et du chanvre qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait littéralement modeler une petite maison. Et c'est comme ça qu'elle a construit sa propre maison à elle et qu'elle a partagé ensuite toute une philosophie de vie autour de cette aventure qu'elle avait vécue de manière très personnelle. Comment ça marche cette maison ? D'après ce que j'ai compris, en fait, au tout début, il faut faire un petit peu comme un espèce de soubassement en pierre, donc pour avoir un peu une petite base solide. Et ensuite, on vient tout simplement disposer cette fameuse pâte, en fait, qui est un peu une mixture inédite, en rondins, comme ça, tac, 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 les uns à côté des autres. Puis, on monte en fait la structure ces rondins les uns sur les autres. La forme de base des pièces, elle est ronde parce qu'en fait, cette forme permet naturellement de répartir le poids de manière assez uniforme et de se supporter en fait elle-même. Cette fameuse pâte est composée du coup de chaux, de sable comme je vous disais et de chanvre, mais alors là c'est du chanvre non coupé, donc c'est vraiment les tiges de chanvre qui peuvent même mesurer jusqu'à 1,50 m et de l'eau pour amalgamer le tout. Donc en gros c'est une espèce de petite popote comme ça, on mélange tout ça dans des seaux et on fait sa mixture un peu comme ça en vrac. Donc je me suis renseignée un peu aussi sur au-delà du sable sur donc le chanvre, on en a déjà parlé dans un précédent épisode du podcast, donc là je vous remettrai le lien. Mais la chaux, vous allez me dire, est-ce que c'est un produit naturel ? Alors, non, on peut pas qualifier la chaux de produit naturel parce que la chaux, en fait, c'est du calcaire qui est cuit à très haute température, en gros entre 900 et 1200 degrés. Le calcaire qui sert à fabriquer de la chaux, donc lui, c'est un produit naturel. En revanche, la chaux, elle ne l'est pas parce qu'elle est cuite. Mais la chaux, c'est le meilleur liant pour créer des compositions qui vont nécessiter de la porosité et de la respirabilité. Et en fait, c'est bien ça le gros avantage de la Carter, c'est que comme il y a beaucoup de chaux et de sable, précisément, du coup, c'est un bâtiment qui va vivre. En fait, c'est l'objectif un peu de cette forme d'habitat, c'est un lieu qui va naturellement être ventilé, respirer, se tempérer tout seul, quoi. Alors, pour revenir à cette pâte, qui est du coup super filandreuse, on vient donc la poser en forme de boudin et sculpter, en fait, on vient faire, en fait, la Carter, c'est une sculpture géante que chacun peut faire tout seul, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme particulier, etc. Et je vous en parlerai tout à l'heure, du coup, des personnes qui font même beaucoup de chantiers participatifs. Et donc là, on va se dire, on va décider de faire un hublot, une porte de telle ou telle forme. Donc en fait, c'est vraiment un espèce de jeu de pâte à modeler géant. Et donc, je sais pas moi, si vous avez chiné il y a 10 ans une fenêtre complètement démente avec des dimensions pas possibles qui va nulle part parce qu'il n'y a aucun architecte d'intérieur qui est arrivé à vous faire un truc pour qu'elle puisse rentrer parce que vraiment elle est complètement improbable, et ben là vous allez pouvoir utiliser cette fenêtre ou cette porte parce qu'en fait là vous allez pouvoir faire le truc à sa mesure, quoi. C'est vraiment comme vous voulez en fait. Pareil, si vous avez, je sais pas moi, un vieux poêle ou un truc, enfin voilà, complètement improbable que vous voulez faire rentrer parce que vous l'avez chiné je sais pas où, et ben là vous allez pouvoir modeler finalement la maison à la dimension de ces éléments. Et après vous allez même pouvoir en fait modeler des meubles qui vont faire partie intégrante en fait de la Carter. Vous allez pouvoir modeler une étagère, vous allez pouvoir modeler une table, une baignoire, une banquette, une vasque, enfin créer un décor à votre image, féerique si vous voulez, onirique, enfin voilà, vous voyez, on peut complètement se prendre pour Gaudi. Celles et ceux qui ont déjà visité ces villas à Barcelone comprendront bien de quoi je veux parler, mais se mettre vraiment au contact de en fait tout ce qu'on veut, créer un plafond ouvert un peu en mode sky dome là, pour avoir la lumière qui vient, pour bénéficier justement d'une lumière complètement naturelle pendant la journée et pouvoir observer des étoiles la nuit depuis l'intérieur. Et souvent en fait les Carter sont installées dans des coins un peu de forêt, donc elles sont assez protégées du soleil, elles sont souvent aussi dans des courants d'air un peu naturels, elles sont placées, enfin vous voyez, il y a toute une philosophie avant de se dire on va faire une Carter là, on regarde bien où est-ce qu'on va la mettre. Comme je vous disais, il n'y a pas de cuisson, donc elle se solidifie avec le temps. Il faut donc être patient pour que l'humidité de cette pâte s'évapore au fur et à mesure. J'ai lu en fait que ce mélange, on dit qu'il
carbonise au bout d'un moment, à peu près 1 an et demi, je crois. Il durcit, donc c'est comme si c'était un matériau qui, à l'inverse de certains qui vont se détériorer, lui au contraire, il va s'augmenter quoi, quelque part. Il va devenir de plus en plus solide. Alors, vous l'avez compris, tout à l'heure, je vous disais en fait, il n'y a pas vraiment de fondation dans une carter. Donc, la superficie de chaque carter peut pas être grande parce que sinon, ce serait hyper dangereux. Donc, en gros, ce que font les gens qui font des carters, c'est qu'ils vont faire une carter par pièce. Donc, on va avoir une carter chambre, une carter salon, une carter salle de bain, voilà, un atelier, etc. Pour le sol, alors après les pierres et la pâte qu'on va mettre, certains vont y mettre un tapis de feuilles un peu de chanvre. Donc là, comme une espèce de grande superposition comme ça de couches bien épaisses de feuilles qui font une espèce de base un peu dense et douillette. Certains vont après y mettre des tapis par-dessus ou alors du parquet. On peut même imaginer du lino, etc. Et alors moi, au début de mes recherches, je vous avoue que j'étais assez dubitative sur le confort un peu même hygiénique et matériel de la vie en carter. Je me suis dit, mais est-ce que en fait on va pas se geler en hiver? Comment on chauffe une carter? Est-ce que c'est propre en fait d'y vivre? Comment je vais charger mon téléphone, mon ordinateur? Est-ce qu'il y a de l'eau potable, etc. Et donc un peu comme finalement dans les îles ou dans les endroits très sauvages qui sont pas raccordés en fait ni au tout à l'égout ni à rien, et ben on peut tout à fait imaginer d'installer des choses pour devenir complètement autonome. Type des panneaux solaires, type un récupérateur d'eau de pluie qui va être relié en fait directement à la cuisine et à la salle de bain avec un système après de phytoépuration. Donc là c'est vraiment les eaux usées qui vont être récupérées, filtrées, purifiées en fait grâce à un peu des bassins avec différentes plantes, etc. Aujourd'hui il y a vraiment des systèmes en symbiose qui fonctionnent hyper bien de phytoépuration. Certains ajoutent même un chauffe-eau à bois pour se faire un petit peu des douches bien chaudes. Alors c'est quand même un parti pris assez fort, Vous voyez que tout le monde ne peut pas se dire que ça va être dans un habitat comme ça qu'il aura envie de vivre, ne serait-ce que même peut-être quelques jours ou quelques semaines. C'est quand même un concept assez jusque boutiste et en fait c'est un peu moi le genre de truc qui attise vraiment ma curiosité. Et donc j'ai écouté un peu plein de gens essayé de trouver des témoignages de plein de gens qui vivaient là-dedans. Et donc en fait cette dame là dont je vous parlais au tout début, Evelyne Adam, elle y vit apparemment merveilleusement bien depuis 20 ans. Donc 20 ans, vous voyez, c'est pas rien. C'est-à-dire que quand on a le choix et qu'on reste 20 ans dans un endroit, dans un logement, c'est quand même, je pense que on se sent très bien. Pour elle, finalement, toute cette simplicité n'enlève rien au confort. Alors c'est vrai que je pense qu'on est nombreux à se dire que quand même c'est un peu compliqué. Alors oui, effectivement, mais c'est peut-être aussi tout simplement parce que pour nous, vivre comme ça, c'est un petit peu l'inconnu total. Donc c'est très loin de nos idées de confort. Et presque, je pense que pour ce genre de choses, c'est un peu comme le crédivorisme, vous voyez, c'est-à-dire que presque il faut le vivre pour savoir si on aime ou pas. Et moi, finalement, la clé d'entrée de mon intérêt, de ma curiosité pour les carters, ça a été leur forme en fait, leur forme sculpturale, le fait qu'il n'y ait pas un seul angle droit. Je trouve ça très réconfortant en fait de vivre dans des endroits qui sont pas géométriquement angle droit. Il n'y a rien de carré et rien de standard. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui me touche. Après, j'ai pas encore eu la chance de voir en vrai des carters. En revanche, Livia, que j'ai rencontrée et qui elle a participé à un chantier participatif, a accepté un peu de me raconter. Et donc, en fait, elle a vécu quelques jours en immersion dans cet univers. Elle est architecte d'intérieur de formation et en fait, lors d'un projet, elle avait imaginé des murs organiques et elle voulait à tout prix expérimenter en fait une méthode de construction où elle pouvait sculpter ces murs à la main avant de pouvoir les dessiner et d'aller plus loin dans son projet à elle en fait. Et donc l'objectif c'était de découvrir une autre manière un peu d'habiter. La vie a fait qu'elle est tombée sur une annonce qui proposait justement de participer à un chantier participatif et donc l'idée c'était de construire et de terminer des carters avec des inconnus pendant une semaine. Cette expérience a été extraordinaire en fait pour elle, elle témoignait vraiment de ça. Elle a pu dormir donc dans l'une des carters qui était donc dans l'endroit dans lequel elle est allée. C'était donc vraiment à même ce sol de chanvre. Elle m'a dit que contre toute
toute attente, c'était confortable et que c'était même une sensation assez incroyable parce qu'en fait, on a toujours l'habitude, vous savez, de dormir un peu surélevé en fait. Et le fait de dormir à un niveau inférieur, donc vraiment à ras le sol comme si on était à la Belle Étoile en fait, mais en intérieur, elle me disait que ça lui avait permis d'avoir une autre vision aussi de l'espace, de la pièce, et qu'inconsciemment, on avait plus envie de faire attention à ce qui se trouvait du coup en dessous de nous, sous nos pieds, sous cette terre. Alors cette aventure, elle l'a partagée avec d'autres bénévoles et des formateurs, et au-delà d'enfiler des paires de gants et de venir du coup briser ses fibres de chanvre avant de les tremper dans ce mélange à base de chaud, etc., et de les déposer comme ça mèche par mèche, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une aventure humaine qu'elle a vécue. Chaque carter, elle me disait, finalement va posséder un petit peu désormais une trace un petit peu de chacun d'eux, quoi. Comme si c'était venu un peu catalyser, la carter en fait incarnait ce catalyseur de la diversité des personnalités, des énergies. C'est finalement aussi avoir pu se regrouper autour de cette même passion de la matière, autour aussi du fait d'avoir envie de vivre une philosophie différente en fait, d'expérimenter. Je crois aussi que chacun a pu vraiment laisser libre cours à sa créativité, a pu faire un peu ce qu'il voulait, en tout cas apporter vraiment sa touche, quoi. Et je pense que ça c'est assez chouette d'avoir l'opportunité peut-être de s'exprimer dans un bâti en tant que non-architecte. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de se réapproprier un potentiel de créativité très concret qui peut-être peut manquer quand on est passionné comme ça d'architecture, qu'on a envie d'explorer des choses et qu'en même temps on n'a pas du tout, on n'a pas la formation et qu'on n'a pas envie de devenir architecte, vous voyez. Donc là je trouve que c'est se mettre au contact, c'est permettre à tout le monde d'avoir une vision un peu autonome de tout ça, et j'aime bien en fait cette idée là. Je termine en vous parlant rapidement du jardin en fait qui entoure les carters. Dans la philosophie d'Eline Adam, en fait c'est vraiment un espace qui doit servir à fabriquer de l'humus. En fait, elle taille rien, elle va tout laisser pousser un peu tel quel. C'est un peu un jardin jungle en fait qu'elle a. Donc vous voyez, c'est vraiment la carter rentrée au contact d'un monde complètement inédit dont moi j'ignorais vraiment l'existence. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une poésie extrême à vouloir vivre à ce point en fait, à ce degré aujourd'hui en fait en France en 2023 en lien avec la nature. Je trouve que vraiment, voilà, pour ceux qui seraient tentés d'expérimenter pour une ou plusieurs nuits la vie dans une carter, je trouve que c'est assez chouette de se dire qu'aujourd'hui c'est possible. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien en commentaire pour avoir tous les détails si vous avez envie d'un séjour un peu immersif. Et pour celles et ceux qui rêveraient un peu de l'envisager pour chez soi, alors je crois qu'en fait ça requiert pas de permis de construire, de faire une carter quand c'est en dessous de 5 mètres carrés par pièce. Et après, je crois qu'une carter, elle peut aller jusqu'à 30 mètres carrés. Et le prix de revient, en tout cas des matériaux, d'après ce que j'ai compris, varie environ entre 1000 et 5000 euros par carter. Donc voilà, il n'y a pas non plus un énorme enjeu financier pour un petit chez-soi un peu exotique et frugal.